Vous êtes sur France 24 et vous avez raison. Bienvenue dans votre journal de l'Afrique. À la une ce soir, la RDC et les rebelles du M23 appuyés par les troupes rwandaises qui se sont emparés de la deuxième grande ville de l'Est du pays, Bukavu. Et ce, malgré la multiplication des appels à cesser le feu. Nous irons sur place dès le début de ce journal. Comment sauver le pagne baoulé, un tissu ancestral ivoirien qui fait partie du patrimoine traditionnel et qui se perd. Il nécessite même plusieurs années d'apprentissage. Reportage à suivre. Et le focus politique de ce dimanche se focalise sur une question. Comment faire pour réparer les dommages du dérèglement climatique ? Après une année 2024 marquée par de nombreuses catastrophes naturelles, les pays africains, eux seuls, perdent en moyenne 2 à 5% de leur produit intérieur brut à gérer les crises climatiques. Pour en parler, on reçoit le directeur exécutif du Fonds de réponse aux pertes et dommages, un mécanisme essentiel issu de la COP28 à Dubaï, Ibrahima Cherdiong, est notre invité. On ouvre ce journal par la situation dramatique dans l'est de la République démocratique du Congo. Le M23, appuyé par les troupes rwandaises, s'est emparé de la deuxième plus grande ville de l'est du pays, Bukavu, et ce, malgré la multiplication des appels à cesser le feu. Les autorités congolaises affirment suivre heure par heure la situation à Bukavu et mettre tout en œuvre pour rétablir l'ordre, la sécurité et l'intégrité territoriale. Les précisions de notre correspondante à Kinshasa, Aurélie Bazara-Kibangula. Les habitants de Bukavu se sont réveillés au rythme des colonnes du M23 et de l'armée rwandaise. Dès le petit matin, elles ont traversé la ville pour se diriger vers les points stratégiques comme la place de l'Indépendance et le gouvernorat. Alors cette entrée s'est faite sans réelle résistance. Les forces armées congolaises s'étaient repliées dès vendredi et dans la foulée, les premiers hommes du M23 appuyés par des troupes rwandaises avaient été signalés dans le nord-ouest de la ville. Il y a donc eu 2 jours d'incertitude à Bukavu. Les habitants que nous avons contactés nous ont dit être restés enfermés chez eux, avoir observé des scènes de pillage et des jeunes utiliser des armes abandonnées. Finalement, en fin d'après-midi, quelques boutiques ont rouvert leurs portes et la circulation reprenait petit à petit. Alors la prise de Bukavu, ajoutée à celle de Goma, donne au M23, soutenu par le Rwanda, le contrôle total du lac Kivu. Le gouvernement affirme que l'occupation de ces 2 villes constitue un acte de résistance. Il appelle les Congolais à rester, je cite, debout et unis face à cette épreuve. Cette nouvelle avancée intervient aussi alors que les appels de la communauté internationale à un cessez-le-feu se sont multipliés sans succès. Sur le front diplomatique, alors que se clôture le sommet de l'Union africaine à Addis Abeba, notre envoyé spécial Marc Perelman s'est entretenu avec le président Denis Sassou Nguesso qui exprime lui ses craintes d'une régionalisation du conflit de RDC et qu'il faudrait que les présidents Kagame et Tshisekedi se rencontrent. On l'écoute. On peut craindre une guerre régionale, mais je crois que la sagesse africaine nous aidera à faire qu'il n'y ait pas cette crise régionale. Je pense qu'on créera les conditions pour qu'ils se rencontrent. On ne voit pas comment on pourrait régler un tel problème sans que les 2 dirigeants se rencontrent. En Centrafrique, le parti de l'ancien président François Bozizé, actuellement en exil en Guinée, a rouvert ses portes ce matin après 4 ans de cessation d'activité. Ses partisans ont procédé au nettoyage du lieu, marquant le retour du parti sur la scène politique. Sur place, les explications de notre correspondant Pacom Pakanji. Le parti Kwanakwa, KNK, parti de François Bozizé, qui avait dirigé le pays de 2003 à 2013, a décidé de revenir dans le jeu politique en République centrafricaine, alors que l'ancien chef de l'État centrafricain, lui, est toujours en exil en Guinée. Il avait pris la tête de la rébellion de la coalition des Patriotes pour le changement qui avait un temps menacé de renverser le pouvoir en place. Les activités du parti étaient depuis à l'arrêt. Des dirigeants du KNK ont envoyé récemment un courrier au Premier ministre centrafricain l'informant de leur volonté de rentrer au pays et relancer leurs activités politiques. Ce retour est juridiquement possible puisque les autorités centrafricaines n'ont jamais suspendu les activités du KNK.
Rachel Ningaong, secrétaire générale du KNK, a mobilisé les militants et a annoncé la volonté de leur parti à animer de nouveau la vie politique dans le pays. On a écrit au gouvernement par rapport à ça et il a donné son OK. Donc les militants cherchent présentement à retourner au pays. Le KNK, c'est un grand parti politique qui s'est étendu sur toute la RCA dans l'ensemble du territoire. Donc c'est un grand parti politique. Vous conviendrez avec moi la présence de tous les militants, les ouvriers et les ouvrières aujourd'hui au niveau du siège. C'est donc un tournant politique important en ce début 2025, année des élections générales dans le pays. Avec l'accord des autorités centrafricaines, plusieurs membres du KNK partis en exil depuis 2020 commencent à rentrer au pays. Direction le centre de la Côte d'Ivoire où le tissage artisanal des pagnes baoulées est un savoir-faire ancestral qui nécessite plusieurs années d'apprentissage. Mais aujourd'hui, cette tradition est menacée. Le chiffre d'affaires des coopératives est en chute libre et de nombreux tisserands abandonnent cette activité pour travailler ailleurs afin de subvenir à leurs besoins. Julia Guggenheim et Damien Kofi. C'est un métier qui se transmet de père en fils. Ici, à Condé-Yaoukro, les hommes tissent des pagnes baoulées. Ces bandes seront ensuite cousues ensemble, si bien qu'il faut près de 4 jours pour concevoir un seul pagne. C'est l'activité principale du village. Ça nous permet de nous prendre en charge depuis nos ancêtres. En pays baoulé, on a des cérémonies. C'est avec ce pagne que nos parents s'habillent. Donc c'est une culture que nous préservons. Une vingtaine de villages vivent du tissage, tous situés en bordure de l'ancienne voie reliant Bouaké à Yamoussoukro, dans le centre du pays. Ils ont été très durement impactés par la construction de l'autoroute en 2023. Ils ont bien tenté d'y installer une boutique, mais sans grand succès commercial. Avant, on était collé sur la voie, les voitures passent, ils nous voient bien pour payer notre produit. Maintenant, quand on est venu sur l'autoroute, nous sommes loin et les voitures viennent en vitesse. Avant qu'on était de l'autre côté, on vendait 1000 pagnes par mois. Maintenant, on vend que 100 pagnes par mois. Autre cause de ces difficultés, la fermeture des dernières usines de coton en Côte d'Ivoire, il y a déjà plus de 10 ans. Cela force les tisserands à s'approvisionner au Mali ou au Burkina Faso, ce qui fait grimper les prix de leurs matières premières. À cela, il faut ajouter la prolifération des contrefaçons imprimées vendues 20 fois moins cher, au point que certains ont préféré renoncer, comme Séraphin qui est devenu agriculteur. Le coton devient plus cher. Les matériels qu'on prend pour tisser sont chers, les indigos, tout ça, c'est devenu cher. Donc, il y a assez de personnes qui abandonnent. Si le métier du tissage marchait bien, j'en ai pas abandonné pour venir faire champ. Comme lui, un tiers des hommes du village ont dû débuter une autre activité ces dernières années pour subvenir à leurs besoins. Le pagne baoulé a pourtant été reconnu IGP, indication géographique protégée en 2023, un statut toujours insuffisant pour protéger les tisserands qui les fabriquent. Allez, on passe à notre focus politique de ce dimanche qui s'intéresse au dérèglement climatique sur le continent africain et de son impact économique dans certains pays. On le sait, perdent en moyenne 2 à 5% de leur produit intérieur brut pour gérer les extrêmes climatiques. Avant de parler de réparation avec notre invité exceptionnel Ibrahima Cherdiong, retour sur l'année 2024 marquée par de nombreuses catastrophes naturelles avec Clémence Valère. 2024, une année record de pluie et d'inondations en Afrique. Plus d'une vingtaine de pays sous les eaux suite à des intempéries puissantes et répétées, dont le Mali, le Nigeria, le Niger, le Tchad et le Kenya. Selon le Centre d'études stratégiques de l'Afrique, plus de 11 millions de personnes sur le continent ont été affectées par les inondations, causant la mort d'environ 2500 personnes et le déplacement de près de 4 millions d'autres. Nous manquons de nourriture pour nos enfants et de vêtements pour nous habiller. Nous sommes bloqués et ne savons pas quelles mesures prendre. Nous avons désespérément besoin d'aide. Les terres agricoles et les infrastructures ont elles aussi été dévastées par les eaux. Des victimes, des phénomènes météorologiques extrêmes qui deviennent peu à peu la norme. Le changement climatique intensifie les pluies parce qu'on a une atmosphère plus chaude avec le réchauffement climatique et qui contient plus d'humidité qu'elle va rétribuer lors des événements pluvieux, les rendant plus intenses. Parce que le changement climatique également assèche davantage les sols pendant la saison sèche, ce qui fait qu'il y a plus de ruissellement quand les pluies arrivent.
Au Cameroun, les pluies ont provoqué un double éboulement de terrain de la falaise de Tchang le 5 novembre. La boue a enseveli plusieurs véhicules, provoquant la mort de 12 personnes. En décembre, le nord du Mozambique a été frappé par le cyclone Chido. Le bilan est lourd. 120 morts et 900 blessés et plus de 110 000 habitations détruites. Pour faire face aux conséquences de la crise climatique et aider les pays victimes, la création du fonds de pertes et dommages a été adoptée lors de la COP28. Et pour aller plus loin, nous avons la chance d'avoir un invité exceptionnel. Ibrahima Cherdiong est le directeur exécutif du Fonds de réponse aux pertes et dommages, un mécanisme essentiel issu de la COP28 à Dubaï destiné à soutenir financièrement les pays les plus vulnérables face aux impacts du changement climatique. Fort de 30 années d'expérience internationale dans les domaines du climat, de la finance, du développement et après avoir occupé des hautes fonctions au sein de l'ONU et de l'Union africaine et de la Banque mondiale et j'en passe, Ibrahima Cherdiong, bienvenue dans votre Journal de l'Afrique. C'est un plaisir de vous avoir. Le plaisir est à moi. Alors, vous prenez la tête de ce fonds mondial dans un contexte de crise climatique aiguë, on l'a vu. Quelles seront vos premières priorités, parce que vous avez été nommé il y a 3 mois déjà, en novembre dernier, pour garantir une aide rapide, efficace aux pays les plus vulnérables. Et je précise que votre aide, elle est mondiale, le fonds est mondial, ce n'est pas que le continent africain. Mais quelles sont vos principales priorités ? Votre reportage a très bien campé le décor en parlant des problématiques de changement climatique. Et ce que je retiens de ce reportage, il y a une dimension humaine qui affecte beaucoup de populations à travers les pays les plus vulnérables. La première priorité, s'assurer à ce que les fonds qu'on va mettre en place soient accessibles aux pays vulnérables de manière simple et de manière aussi accessible en tenant compte des leçons des autres fonds pour que ça aille très vite. Donc c'est extrêmement important en matière de changement climatique, que ça aille très vite et que les ressources financières aillent aux populations qui en ont besoin. La deuxième priorité, comme vous le savez, les besoins sont sur des milliards de dollars. Et aujourd'hui, le fonds a mobilisé 741 millions de dollars. C'est en dessous des besoins. Donc ma priorité, naturellement, c'est d'accélérer la mobilisation des ressources pour arriver à avoir donc, des milliards de dollars dont on a besoin pour accompagner les pays les plus vulnérables. Et puis la troisième, extrêmement important, arriver à ce qu'on puisse avoir un fonds qui répond de manière très rapide. Parce qu'en matière malheureusement, de changement climatique, la réponse rapide et pointue est extrêmement importante pour que l'argent puisse arriver là où il y a besoin. L'argent est une préoccupation sur votre fonds. Il y a des questions aussi liées à l'avènement, l'arrivée de Donald Trump justement aux États-Unis, à la Maison-Blanche, son retour à la Maison-Blanche. On sait qu'il s'est déjà désengagé d'ailleurs du processus de Paris. Est-ce que c'est une crainte pour vous ou le fonds va survivre avec ou sans l'aide américaine ? Je pense qu'il faut rappeler que ce fonds est né de la solidarité internationale. Ça fait quand même 3 décennies qu'on en parle. Et aujourd'hui, quand je regarde les pays qui soutiennent le fonds, on en a quand même 27 pays ou organisations qui le soutiennent. Donc c'est vraiment un fonds pour les pays plus vulnérables et non contre les États-Unis ou dans le cas d'autres pays qui nous soutiennent. Donc c'est extrêmement important de montrer encore une fois, de par la solidarité internationale, on est arrivé à créer un fonds dédié essentiellement aux pertes et dommages. Je pense qu'on va continuer sur cette lancée-là pour s'assurer à ce qu'il y a 2 organisations qui nous soutiennent. Mais pour l'instant, on se tient également à ce que le fonds puisse d'une manière être pertinent pour les pays les plus vulnérables, que ce soit suffisamment capitalisé, mais qu'on puisse aller très, très, très vite parce qu'en matière malheureusement, de conséquences climatiques, il faut aller vite et bien. Et pour moi, pour l'instant, c'est la priorité. Et je suis donc en Europe depuis quelques temps. Je suis allé voir les Européens, je suis allé voir l'Angleterre ou ailleurs. Et le message était très clair. Tous ces pays continuent à soutenir ce fonds. Et pour moi, c'est ça l'essentiel pour l'instant. Et c'est sur ça que je me focalise. C'est une bonne nouvelle. Donc, le fonds n'est pas menacé pour l'instant. Comment percevez-vous le rôle ? Votre fonds est mondial. Mais parlons spécifiquement de l'Afrique. Comment percevez-vous le rôle de l'Afrique, à la fois le continent vulnérable et acteur clé dans les négociations justement climatiques mondiales ? On a vu à la COP à Bakou, d'ailleurs, les Africains donner de la voix pour se faire entendre sur ce dossier-là. À votre avis ? Cela fait des décennies que l'Afrique parle de ce fonds. Le fait que le fonds voit le jour, pour mon avis, c'est une victoire pour l'Afrique parce que ça montre effectivement que cette plaidoyer africain a effectivement marché et qui a abouti, donc, qui nous a permis d'aboutir à ce fonds. Alors, deuxièmement, le fait que le premier directeur exécutif de ce fonds, il est quand même africain, ça montre effectivement que le leadership africain est apprécié et respecté. Maintenant, aujourd'hui, l'Afrique contribue seulement à 4% aux gaz à effet de serre. Mais malheureusement, les conséquences en Afrique, quand même, sont énormes. Donc, notre priorité, que ce soit pour l'Afrique ou les autres pays vulnérables, s'assurer à ce que le fonds aille très vite
et apporter les ressources nécessaires, que ce soit des subventions, que ce soit des prêts concessionnels. Mais l'essentiel, que les Africains, que les pays en voie de développement voient l'impact du fonds le plus rapidement possible pour montrer effectivement qu'on va au-delà des questions de gouvernance, parce que essentiellement l'essentiel, c'est apporter l'aide qu'il faut. Alors, vous parlez de timing, vous dites très vite. Est-ce que vous avez un calendrier à nous communiquer à l'heure où l'on parle? Alors, à notre dernier conseil d'administration, on a déjà quand même des orientations du conseil d'administration qui montrent effectivement qu'il faudrait qu'on se concentre dans un premier temps sur les effets météorologiques extrêmes, qui naturellement touchent donc aux sécheresses, aux cyclones et aux inondations. Et ça va être la première priorité donc, du fonds en termes de réponse rapide. La deuxième, c'est aussi, il y a beaucoup de communautés par les pays les plus vulnérables qui, naturellement, jouent un rôle extrêmement important pour apporter des solutions. Alors, on va qu'effectivement aussi les accompagner. Oui, on pense aussi aux peuples autochtones qui sont en première ligne et qui touchent très peu de fonds. Est-ce qu'eux sont parmi vos priorités aussi? Alors, effectivement, dans nos priorités, on va travailler avec ces communautés qui sont donc affectées, qui ont beaucoup d'expérience sur ce genre de réponses, pour que la valeur ajoutée de fonds, combinée à leur expérience et l'expertise, nous permettrait de pouvoir apporter les ressources naturelles là où il y a un besoin. Donc, l'essentiel pour nous, c'est d'avoir un impact rapide qui permet de montrer qu'il y a une vraie valeur ajoutée donc, du fonds comparé aux autres fonds climatiques qui ont été créés donc, il y a cela quelques années. Et je rappelle aussi que nous ne pourrons pas le faire tout seul. On est quand même en train de travailler avec les autres fonds pour qu'il y ait une complémentarité, pour qu'il y ait une valeur ajoutée de ce fonds par rapport à ce que fait le fonds climat, le fonds GEF, tous ces fonds-là, que la même mission, la mission d'apporter des solutions financières pour apporter des solutions aux pays les plus vulnérables. Et nous allons effectivement jouer notre rôle de valeur ajoutée donc, de fonds, mais ce fonds, il est dédié essentiellement aux réponses aux pertes et dommages, et ça, c'est la première fois donc, dans l'histoire du financement climat. Et on sera là. Merci beaucoup. Merci Ibrahima Cherdiong d'être venu dans le JTA de France 24. Merci beaucoup. C'est ainsi que nous refermons ce journal de l'Afrique. Merci à tous ceux qui nous ont suivis partout dans le monde. Et ce soir en particulier de Dakar à Washington en passant par Manille, où est basé le fonds d'ailleurs. Alors restez avec nous car l'actualité continue sur France 24. Merci.